il y a une lecture que j'ai faite à un moment donné, justement un candidat pour une franchise qui est un client pour un restaurant, puis il m'a dit « Hey, toi, tu devrais lire de la performance à l'excellence, Good to Great ». Je ne suis pas un gars qui lit beaucoup, mais bon, il m'a intrigué. J'ai lu ce livre-là, puis il y a 2 phrases du livre que j'applique toujours dans ma vie. D'abord qui, ensuite quoi. Fait que, tu sais, la grosse raison pourquoi Yuzu, ça fonctionne, c'est pas moi. C'est les gens que j'ai réussi à mettre alentour de moi. Tous les gens alentour de moi sont meilleurs dans chacun des départements. Puis quand je sélectionne un franchisé, si je sélectionne le bon, ça va faire un succès, peu importe. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission L'École du succès. Cette semaine, on rencontre un entrepreneur exceptionnel, Steve Morency, président, fondateur de Yuzu Sushi. Comment ça va? Ça va très bien. Merci de l'invitation. Bien, merci beaucoup d'être descendu de Québec. De Québec, oui. Pour venir nous rencontrer. Écoute, histoire phénoménale. On va parler de l'histoire par la suite. Je suis certain qu'il y a plein de stratégies entrepreneuriales là-dedans, du vécu, des hauts et des bas. Tu es à l'université, tu décides de travailler sur un plan d'affaires. Tout à fait. Habituellement, on prend un projet. J'étais allé à l'université en administration ne sachant pas ce que j'allais faire dans la vie. Puis le premier cours, c'était de monter un plan d'affaires. Donc, bon, j'ai appris comment faire un plan d'affaires. Puis j'ai toujours travaillé dans la restauration toute ma vie, de l'âge de 14 ans jusqu'à aujourd'hui encore. Fait que tout au long de mes études, je travaillais, je faisais le party. C'était ça ma vie, là, la vie de restauration. Puis, justement, mon premier plan d'affaires, ça s'appelait le campus. Tant qu'à faire le party. On va faire un business pour faire le party. Exactement. Mais ce plan d'affaires-là me servit de base, une base que j'ai peaufinée tout au long de mon projet d'études. Puis j'avais quand même flairé l'opportunité du sushi à Québec parce qu'il y avait beaucoup de points de vente de sushi à Montréal, puis très peu à Québec. Okay. Puis beaucoup des tendances arrivent des grandes villes, ils vont vers les plus petites villes, puis après ça, vers les régions. Puis c'est ce qui s'est passé avec le sushi. Il y avait 300 points de vente plus ou moins à Montréal, puis il y en avait 8 à l'époque à Québec. Toi, étais-tu aussi amateur de sushi? Oui, je mangeais des sushis à toutes les semaines. Donc, c'était un peu pour ça que je me suis dirigé vers ça. Puis je voulais aller vers quelque chose de cuisine santé, qui est une tendance aussi. On parle de 2002 à l'époque. Là. Donc, j'étais dans les années début 2000, monter mon plan d'affaires. Puis j'ai, à un moment donné, réalisé une étude de marché avec un groupe d'étudiants sur le sushi dans un quartier qui était, avant les années 2000, défavorisé, si on veut. Puis, il y avait une revitalisation instaurée par la Ville de Québec. Donc, beaucoup d'investissements étaient là. Puis, on s'est dit, bien, ça serait bien d'aller s'installer là. Il y a beaucoup de bureaux, beaucoup de travailleurs. Donc, les midis seraient pleins. Puis, le soir, bien, ça serait avec notre expérience midi qu'on amènerait les gens le soir. Et là, j'ai un plan d'affaires à restaurant dans le quartier Saint-Roch. Écoute, tout le monde essaie de me décourager, là. Mes professeurs à l'université, mon banquier, les restaurateurs que je connais, Entrepreneuriat Laval, tout le monde me challenge à fond. T'es fou d'aller partir à un restaurant. Et en surtout plus, dans le quartier Saint-Roch, ouais. qui était placardé à grandeur. Mais écoute, ça a été... En fait, je pense que c'est ce qui a fait que ça a été un peu le talk of the town. Tout le monde parlait de ça. Avez-vous entendu parler du Yuzu, que ça s'est installé à Saint-Roch? Écoute, il n'y a rien là, c'est placardé à grandeur. Tu rentrais là, chez Yuzu, puis là, tu ne sentais pas Québec. Là. On avait été une coche en haut de tout ce qui se faisait. C'était très innovateur. C'était plus ambiance style New York, très, très urbain, avec une cuisine, vraiment un sushi réinventé. Nous autres, on brisait les traditions. On n'avait pas la prétention de faire du sushi avec l'art japonais. Il n'y avait pas un Japonais qui travaillait pour nous. On était tous des Québécois, des jeunes. Puis on a fait des recettes assez avant-gardistes. Donc, ça ressemble à quoi, par exemple? Genre, un sushi réinventé, ça peut ressembler à quoi? On était le premier à faire un sushi avec du foie gras. On avait un sushi à l'époque au restaurant avec foie gras poêlé, œufs mollets avec des pommes Granny Smith. Écoute, je parlais de ça. Moi, là, les gens rentraient au Yuzu, moi et mon associé Fred à l'époque. Bien, Fred est encore mon associé, mais on était sur le plancher. En fait, on faisait tout. Là. On est sorti de l'école à 24 ans, faisait le ménage, la comptabilité, le service, tout ce qu'il y avait à faire. Là. On rentrait à 9 h le matin, puis on sortait de là à 1 h le soir. C'était pas mal ça. Quand on ne partait pas sur le party après. Mais les clients rentraient, puis ils n'ouvraient même pas le menu. On partait là, pour leur faire vivre une expérience. On appelait ça sensorielle. C'était vraiment à tous les niveaux. Puis, c'est vraiment ça qui a servi de levier, si on veut, c'était l'expérience client parce qu'on n'avait pas d'argent. On est parti là, comme ça, pas d'argent à faire de la publicité.
ça a été le bouche à oreille. Puis est-ce qu'à un moment donné, tu disais même ton banquier te déconseillait, est-ce que tu as passé par un prêt? Comment a été le premier levier de cette aventure-là pour dire, gars, vous pensez tous que je suis fou, on le fait quand même? Il y a une personne qui a cru en moi, parce que moi, je n'ai pas été capable d'avoir mon prêt. J'avais réussi quand même à économiser 40 000 étant étudiant. J'ai eu une entreprise de peinture étudiante pendant mon université. J'ai fait un peu de profit avec ça. J'ai acheté un terrain, j'ai revendu le terrain. Donc déjà, tu avais le bug entrepreneurial. Ouais, j'avais validé mon processus entrepreneurial avec la franchise de peinture étudiante. Avec 40 000, moi, pas de trouble, j'aurai mon prêt, mon beau plan d'affaires, mon équipe, mon local, mon beau concept. Non, pas de prêt en restauration, ça prend full garantie. Fait qu'il y a une personne qui a cru en moi, c'est mon père, mes parents, dans le fond, qui me connaissent, qui m'ont élevé, qui m'ont vu performer dans toutes les sphères de ma vie. Mon père le savait. Bon, il savait que j'allais réussir, donc il a embarqué avec moi. Grâce à lui, là, un prêt d'environ 200 000 pour partir. Je le remercie. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. Je le remercie, mais aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, le risque que c'était de partir ce projet-là, de cette envergure-là, je ne redemanderai pas ça à mon père. C'est un peu de l'inconscience, de l'innocence, de la naïveté d'un jeune bien crinqué qui croit à son affaire au bout, mais c'est ce qui a fait que ça a fait un succès. Là. C'est ça, on ne le referait pas, mais en même temps, ce qui a fait ton succès, c'est un peu... Ça revient souvent dans les entretiens, on en parlait avant l'entrevue, cette naïveté-là du début où ce que tu penses que tu es inarrêtable, c'est sûr que ça va marcher, ça marche à Montréal. On assume des logiques qui sont en fait illogiques, mais pour nous, ils nous apparaissent tout à fait logiques. Oui, c'est sûr que ça va marcher. Il n'y aura pas de problème. Exactement. Donc là, vous lancez Yuzu, c'est-tu le succès dès le départ? J'ai engagé 10 employés. Et là, il y a un animateur radio qui parle de nous un vendredi matin, qui est venu manger, il parle de nous à 8 heures, comme de quoi c'est la nouvelle place à Québec, qu'il faut essayer ça, toute la kit. Et là, c'est le line-up. Les gens commandent des bouteilles de vin dans le line-up en attendant leur table, toute la kit. Moi, je suis épuisé. Ça fait une semaine, c'est ouvert. J'ai géré le chantier de construction. J'ai 24 ans. Je ne sais plus où donner à l'extérieur de tes baskets, comme qui dirait l'en Je me suis caché dans les toilettes. Je pleurais comme un enfant un vendredi soir. Oui. Là, mon associé débarque, il dit « Est-ce que ça va? » Je dis « Moi, là, je suis plus capable. Je m'en vais. Je te laisse le resto. Bonne chance. » Bon. Je me suis sauvé le premier vendredi soir. Et par la suite, on a engagé 15 employés de plus. On est passé de une semaine à 10 employés à 25 à la deuxième semaine. Puis là, on a pris notre air d'aller. Et ça a été vraiment un bel achalandage, mais on n'a pas fait d'argent. On ne savait pas comment gérer. On savait comment faire un restaurant. On savait comment faire une expérience client. On savait comment servir les clients, faire un wow. Mais faire des sous, ça, c'est une autre affaire. Donc, vous étiez créé une job, mais vous n'étiez pas nécessairement profitable. Ça a-tu duré quelques années, ça? Ou rapidement, vous avez dit, OK, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans le business? Ça a pris 3 ans. Comprendre comment administrer un restaurant, faire nos budgets, apprendre à gérer un food cost comme il faut, un coût de main-d'œuvre également. Donc, après 3 ans, on a réussi à faire des sous. Puis, on a eu une opportunité en 2005. Puis là, c'est là qu'on va se diriger vers peut-être pourquoi j'en suis ici aujourd'hui. Absolument. Bien, on est très intéressé à où est-ce que tu étais aussi à l'époque, parce que souvent, les gens disaient, regarde, les choses vont bien, la business va bien. Attends, il y a une origine là-dessus. Et il y a eu des risques qui ont été pris. Il y a eu des gens qui ont fait en sorte que tu es rendu là. Donc, tu l'as mentionné, ton père. Donc, tout cet aspect-là de reconnaissance, souvent, il y a un genre de mauvaise lecture par rapport à ça. Il y a eu beaucoup d'opportunités qui se sont présentées à nous. Là. Après 1 an ou 2 d'ouverture, les gens voyaient ce qu'on réalisait, le succès qu'on avait. Donc là, les opportunités arrivent de part et d'autre. Puis bon, on est des fois... Ça ressemble à quoi, genre des demandes? Il y en a une que j'ai saisie, par exemple, en 2003, une année après, un restaurant qui était près du Yuzu, qui était en faillite. Et là, le propriétaire immobilier m'approche et me dit « Steve, tu le veux-tu, le restaurant? J'ai vu ce que tu as fait, tu es capable de reprendre ça, puis tu vas remonter ça, puis je te le finance au complet. » Moi, je suis là, je viens de faire un succès avec le Yuzu, ça roule. Pub, je mets pas une scène là-dedans, je suis supporté. Je suis capable. Puis là, moi, j'ai mon grand chum avec qui j'ai toujours rêvé d'être en affaires. J'appelle mon chum, ça te tente-tu d'embarquer avec moi? On part ça 50-50. Puis là, on a eu... on parle de nœud, là, ça a été un gros nœud. J'ai été, à un moment donné, là, après 1 an, là, on perdait de l'argent. Puis une chance que le promoteur immobilier me supporter là-dedans puis me donner de l'air, si on veut, parce que c'est sûr, je perdais le pub, puis je perdais également
le yuzu, parce que tout y passait. Donc, si cette personne-là n'est pas nécessairement là à ce moment-là, ça se peut même que yuzu n'est pas rendu ce qu'il est rendu aujourd'hui. Tout à fait. En fait, c'est sûr, je ne passais pas parce que c'était trop de finances, trop de pertes financières pour ce que j'étais capable de supporter à l'âge de 25 ans. Là. Donc, comme quoi, des fois, quand une opportunité a l'air trop belle, elle est peut-être trop belle. Elle était trop belle, ouais, définitivement. Mais c'était une bonne personne qui me l'a proposé, exactement. Heureusement. Ouais. Le monsieur m'a supporté. Et là, je suis arrivé après plusieurs nuits blanches en ne sachant pas quoi faire pour me sortir de là. Parce que là, à ce moment-là, tu mets en péril aussi notre partenariat yuzu. Oui, définitivement. Qui, lui, n'a pas embarqué dans l'aventure. Non, on a vraiment dissocié les deux, mais je n'étais pas nécessairement supposé de m'occuper d'autres projets parce que j'avais un associé opérateur. Finalement, cette association-là a été très difficile. C'était mon grand ami. Ça a shaké notre amitié. Aujourd'hui, on est encore chum, puis tout est passé, mais on a eu une période difficile parce qu'il a fallu se séparer parce que ça ne fonctionnait pas. Et après plusieurs nuits blanches, je me suis dit, bon, là, il faut sortir de là. J'ai proposé un concept au promoteur immobilier, diviser le restaurant en deux, avec 2 styles de restauration, une cuisine centrale, une administration. Donc, en le coupant en 2, on remplissait un bar, puis en créant un nouveau concept qui était très original. C'était une taverne urbaine avec pompe à bière aux tables. Puis ça n'existait pas à Québec. Bien là, on a amené une nouvelle clientèle. Puis je suis allé chercher un opérateur associé que je savais c'était une machine de plancher et embarqué avec moi là-dedans. Première année, on a fait des sous, ça a été parti. J'ai vendu ça. Je me suis concentré sur yuzu. On le met en train, on le maquille, puis on le vend. C'est ça. Donc ça a été une grosse école pour moi. De bien analyser les opportunités qui peuvent être présentées. Pas saisir juste parce que ça a l'air bien. Oui, exactement. Bien penser à son truc. Pousser vraiment l'analyse comme il faut pour pas se faire mal. Donc là, quand tes prochaines opportunités se sont présentées en 2005, oui. Là, tu as cette expérience-là. Qu'est-ce qui s'est présenté? En fait, un ami, une connaissance, était directeur de la boutique Old Train Foo à Place Sainte-Foy. Puis il y avait un café pour desservir un service de café, de sandwich pour la clientèle. Il voulait agrandir son offre de service, puis il m'a approché et dit « Steve, ça te tenterait-tu de venir vendre des sushis? » Puis j'ai dit « Ah, ben oui, ça serait intéressant. » Puis moi, je le voyais marketing. Je ne voyais pas ça comme une business de plus. Je voyais ça comme... C'était pas un point de vente ou une distribution, c'est du marketing. En autant que j'arrive break-even là-dedans, je ne perds pas d'argent, les gens vont consommer du yuzu, vont découvrir le produit, puis la clientèle d'Old Train Foo, une belle clientèle, vont venir manger au restaurant yuzu. Je vais augmenter mon chiffre d'affaires du yuzu. Et à l'époque, vous avez encore juste un restaurant. Ça, c'était mon ça marche. Premier comptoir. Après 3 ans, vous êtes rentable. Donc là, 2005, il y a une opportunité qui se présente. Oui, petite anecdote. On appelle ça yuzu take-out. Et là, l'Office de la langue française vient nous voir et ils nous disent « Yuzu take-out, tu n'as pas le droit, c'est un mot anglais. » J'ai dit « Non, yuzu, c'est pas anglais. Ben c'est pas français non plus. » Ben j'ai dit « Faites vos recherches parce que yuzu, il n'y a pas d'autre nom. Yuzu, c'est un agrume japonais. C'est un fruit, ça s'appelle un yuzu, c'est international. » Ils ont fait leur recherche, ils m'ont rappelé, ils ont dit « C'est beau, M. Morancy, on va rentrer yuzu dans l'Office de la langue française. » Fait que c'est bon, on était bien fiers de ça. C'était une petite anecdote parenthèse. Très drôle. Et on lance le projet yuzu Take-Out à l'époque. Et première année, on fait un succès. Donc, on fait des sous. Là, on voit le modèle d'affaires vraiment intéressant. Petite surface, pas beaucoup d'employés, possibilité de faire des beaux revenus avec des commandes pour emporter. Puis on se dit, il faut en faire d'autres. Et là, j'étais en 2005-2006, ma femme est enceinte. Tous les soirs, je me mets à travailler, monter mon manuel d'opération, livre de recettes standardisées, des outils d'opération. Puis je me dis, il faut en faire d'autres. Là, il faut faire des petits. Il y a une belle opportunité là, une belle fenêtre. Et j'ai une rencontre avec un géant de la franchise qui m'approche, qui veut partir ça avec moi pour développer ça. Puis au début, je pensais plus les ouvrir corporativement, qu'ils soient tous à moi. Mais cet échange-là avec cet individu-là me fait vraiment virer vers la franchise. Puis aujourd'hui, je suis vraiment content d'avoir fait ça. Pourquoi? Parce que... Un, c'est la vitesse de croissance qui était plus facile, étant donné qu'on n'a pas besoin de capital. Exactement. Donc là, ça, c'est la première raison. Puis la deuxième raison pourquoi je crois au modèle de franchise, et encore aujourd'hui, beaucoup plus qu'au modèle corporatif, c'est que tu as des propriétaires sur place. Ce n'est pas des employés. C'est des gens qui investissent leur argent et là, qui sont commis, puis qui sont dans leur business. Donc, ils vont faire attention à leurs produits, à leur clientèle, à la propreté des lieux, à leur équipe d'employés. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a une meilleure expérience et plus de chances de succès.
ils veulent récupérer leur argent, ils veulent faire de l'argent. C'est pas juste des investisseurs dans la majorité des cas. Ça, c'était une autre erreur que j'ai faite. Donc, on va y venir, mais en 2006, je bâtis mon modèle, puis là, en 2007, je suis prêt à faire ma première franchise et j'ai une employée qui est avec nous depuis longtemps, puis elle me dit « Steve, ta première franchisée, je crois en vous autres, je crois en Yuzu, j'aime Yuzu. Wow. » Et là, on a notre première franchise. J'ai un gars avec qui j'ai travaillé en restauration qui vient me voir et dit « Steve, j'ai un plan d'affaires de restaurant. » Et j'aimerais ça, tu le regardes. Là, je regarde son plan d'affaires, je dis « T'es pas là, pantoute, un paquet d'erreurs, voici, tata. » Là, j'explique tout ça, puis je dis « J'ai de quoi, par exemple, pour toi? Ça pourrait te servir d'école pour éventuellement avoir ton restaurant. Embarque avec moi en franchise, je vais te montrer comment gérer un restaurant. Tu vas bénéficier d'un nom, Yuzu, d'une équipe qui va te supporter, puis d'un paquet d'outils d'opération. Et avec ça, tu vas apprendre, puis tu revendras ton Yuzu dans 2-3 ans, puis tu pourras ouvrir ton restaurant. » Ça a été ma deuxième franchise. Wow. Et là, la troisième, la personne, elle connaissait Yuzu, mais elle ne savait pas qu'on faisait des franchises. Ça s'était fait assez rapidement. Puis elle m'a appelé, elle dit « Steve, elle dit, j'aimerais vraiment avoir une franchise de sushi. Puis je regarde tout ce qu'il y a à faire, puis j'aimerais vraiment avoir un Yuzu. Je ne suis pas capable d'ouvrir autre chose qu'un Yuzu. Je suis une cliente de Yuzu, donc ça a été ma troisième franchise. Et après 3, ben là, ça s'est fait le bouche à oreille. Les gens ont su qu'on partait en réseau de franchise. Donc, on a quand même une belle toutes croissance. les procédures, tu as tout monté ça. Le soir, tu écrivais chez toi, ta femme est enceinte, la couche et tout. Dans ce temps-là, tu modélises-tu quelqu'un ou juste de par ton instinct, de par ce que tu as vu et de par ce que tu veux que Yuzu soit dans les franchises, tu écris ça? Autodidacte, oui. Wow. C'est moi et mon associé Frédéric qui a vraiment Wow. tout structuré ça avec le chef pour les recettes standardisées. Il y a le contrat, que ça, je n'étais pas habilité à faire, mais j'avais un ami du secondaire qui était un très bon avocat, un généraliste, mais vraiment bon. Il m'a bâti mon premier contrat de franchise. Aujourd'hui, c'est plus le même contrat, ça a évolué, mais pour partir, c'était parfait. Puis on était bien entourés, bien reconnus, une belle renommée. Donc les gens ont vraiment... Et là, ces premières franchises-là sont à Québec? Oui. Et là, c'est quand que ça explose? Y a-tu un moment donné que tu te dis, wow, là, on a une coche dans notre croissance, là, ça a été assez soutenu. Je dirais qu'on est parti à 3 la première année, 3 la deuxième année. Puis ça a été parfait comme ça. Le temps de contrôler nos affaires, de bâtir des belles fondations solides. À l'époque, en 2007, il y avait, je dirais 2008, je nommerai pas les brands, mais 4-5 brands de sushi qui avaient autant, sinon plus, de points de vente que nous après 2-3 ans. Et ces brands-là n'existent plus aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas passé par le processus des fondations solides. Ça, nous, c'est quelque chose qu'on a fait. On a vraiment validé notre concept. On a réajusté notre concept. On avait des structures, des outils, des façons de faire qui permettaient de reproduire rapidement chacun des points de vente et de les structurer puis qui atteignent rapidement la rentabilité. Chose que les autres faisaient plus pour ouvrir en quantité rapidement. Mais après ça, si tu ne t'occupes pas de ton monde, ça fait ça. Ben, c'est quelque chose aussi qu'on mesure mal souvent, c'est que la croissance vient qu'une réelle gestion. Ah, tout à fait. T'sais, les gens disent « Ah, les choses vont bien. » Oui, mais quand les choses vont bien, il y a des réelles choses à gérer aussi, justement. Pas aller trop vite dans ton exécution, s'assurer que les fondamentaux de business sont bien instaurés dans les franchises. Donc, ça vient aussi avec un lot de gestion dont tu n'es pas juste là en train d'empiler du cash à la banque. Il faut que tu demeures tes affaires. Je comprends bien, c'est que tes compétiteurs à cette époque-là, justement, ils ont eu une croissance tellement rapide qu'ils ont peut-être justement fait la même erreur que tu avais faite avec ton pub, de dire, ils ont dit oui à toutes les demandes de franchise. Effectivement. Et qu'à un moment donné, ça se met à être boiteux. C'est vraiment quelque chose de difficile à faire parce qu'au début, tu as besoin de ces revenus-là. Tu as besoin de quelqu'un qui te lève la main et dit « Je veux un Yuzu ». Tu veux, il y a un investissement parce que capital. Tu en as besoin, là, tu rentres un capital pour pouvoir continuer à grossir. Puis ça, c'était peut-être ma deuxième leçon que j'ai eue. Je ne sais pas si c'est mon premier ou dans les premiers Yuzu que j'ai fait à l'extérieur de la ville de Québec. Moi, j'avais un groupe de clients au restaurant, d'investisseurs qui avaient des sous, puis ils m'ont dit « Steve, nous autres, on aime ton concept, on t'aime toi, on aime Yuzu, on va faire des Yuzu tout le long de la 15 à Montréal. » Oh ouais, cool, moi, j'étais excité. Mais on va en faire un à Joliette aussi. Ah ouais, pourquoi? Bien, parce qu'on a, notre opératrice, là. OK, parfait. Ça, c'était la marraine de la fille de la gang. Puis, je dis, OK, on va le faire. Le premier local qu'on trouve, naturellement, c'est pas sur le bord de la 15. C'est à Joliette. Fait qu'on trouve le local.
Juste Puis pour là- situer les gens qui sont en Europe, Joliette, c'est un détour. C'est C'est un comme peu- tu es sur l'autoroute et Joliette est là-bas. C'est ça, c'est ça. C'est un peu en campagne, Ouais, mais une ville en exactement. campagne. On une petite ville en adore les campagne. gens de Joliette en passant, Oui. OK? C'est rien Oui. de personnel, mais disons que le plan initial de la 15 à Joliette, une couple de kilomètres. Ça a bifurqué un petit Ouais. peu. Et là, on me présente l'opératrice. Puis là, je me dis non, ça ne fait pas. Donc, je me prends une bonne bouteille de vin, puis je m'en vais chez l'investisseur principal, qui est la marraine de leur fille. Puis je dis, votre opératrice, ça ne fait pas. Et là, la femme de l'investisseur grimpe d'un rideau. Non, 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 ça va être correct, incapable. Puis, ben là, c'est correct, je ne veux pas vous froisser, puis c'est votre argent. À ce moment-là, donc, c'est quoi? C'est ton intuition? c'est mon intuition, mais en même temps, je voyais que la personne, sa capacité à gérer un restaurant, c'était plutôt limité. C'était peut-être pas le d'expérience. profil que vous Pas recherchiez du à tout. l'époque, que vous aviez prouvé dans votre modèle. Pas encore tout à fait, parce que c'est relativement nouveau. Je pense OK. que c'est ma 9e franchise. OK. Donc, on est encore en processus d'apprentissage de qui ça nous prend comme franchisé. Et elle a servi beaucoup là-dedans. Et bref, mes employés, là, je dis oui, on la forme. Mes employés viennent me voir et me disent, Steve, ça ne fera pas, elle. Déjà Fait que là, au moment de la formation. J'ai un deuxième Red signal. flag, un deuxième signal, ouais. signal. Alors, je rencontre les investisseurs au complet, puis là, ils me disent, Steve, on comprend, mais on y va. 2 mois plus tard, j'ai envoyé toute mon équipe à Joliette pour la remplacer, essayer de remonter ce qui avait été manqué au départ. Mais quand tu manques ton coup dans les premières semaines d'opération d'un restaurant, c'est très difficile de remonter la pente. Donc, la première impression est tellement importante. Et ça, on a appris ça. Et on a appris, que mes franchisés, il faut qu'ils soient dans leurs opérations. Donc, un investisseur qui n'est pas dans ses opérations, je ne suis pas intéressé. Je vais l'obliger à s'associer à un opérateur. 2, ça me prend une personnalité. Ça me prend quelqu'un là, qui est le fun, qui est dynamique, qui a de l'énergie et qui est motivé. Quelqu'un qui va prendre son équipe, qui va la mobiliser, puis qui va définir des objectifs, puis il va être capable de rassembler tout le monde vers ces objectifs-là, puis quelqu'un qui va adhérer à notre vision, notre philosophie, notre système, nos valeurs d'entreprise. Donc, cette aventure-là m'a servi à apprendre ça, mais m'a fait mal aussi, là. Parce qu'après ça, quand j'ai essayé pendant X semaines de remonter ça, des déplacements, les frais d'hébergement, j'avais saigné mon fonds de roulement. J'avais plus d'argent. À ce point-là, wow. Ben, c'est difficile au début de faire des sous. Même si tu fais de la franchise, quand La marge, c'est pas la marge, c'est des la petites marges, c'est la ouais. restauration, puis tu veux grossir, donc tu réinvestis beaucoup. Et là, j'avais plus le goût de grossir. J'avais plus le goût de grossir du tout. Pour moi, c'était la fin de la croissance. Je me suis dit, bon, une dizaine de projets dans la ville de Québec, puis ça va être assez, je vais être heureux avec ça. Si Ashton l'a fait, tu sais, Oui, ça c'est se fait. c'est ça. Fait que j'ai un groupe d'investisseurs, des amis à moi, qui viennent jouer notre tournoi de golf, puis ils me disent, Steve, comment ça va? Ah, ben, ça va bien. Ça va bien? Ouais, je trouve ça dur, tu sais. Fait que là, il dit, ben, on pourrait t'aider, nous autres. On est une gang de gars privés, puis on prête des sous, là, tu sais. Ça te tente dessus? Ben, oui, j'aurais besoin d'un peu d'argent. Fait que là, j'ai dit un montant. Là, j'aurais besoin de 50-100 000. D'après moi, je repars, puis je vais pouvoir. Il dit, d'après moi, tu aurais besoin de plus que ça. Donc là, on s'est assis, on a discuté. Ils sont devenus associés avec nous. C'est un groupe d'individus, des privés. Ils m'ont servi beaucoup. Ils m'ont servi, je dirais... C'est des VC, des venture capitalists, c'est des gens qui font Ouais, des investissements en capital, des anges. Ouais. Exactement. Puis ils font de l'immobilier aussi beaucoup. Donc à ce moment-là, juste une question, parce que souvent les gens qui disent je veux faire une levée de fonds, je veux lever des fonds pour ma business. Pourquoi tu penses que ces gens-là voient ça en toi? Parce que quand même, on parle d'une grosse somme. C'est-tu ton relationnel? Mon relationnel. Ouais, c'est mon relationnel, puis je leur ai présenté, je leur ai vendu l'entreprise, je leur ai fait un pitch. Ouais. À cette époque-là, je ne sais pas, moi, peut-être 30 ans, à peu près. Mais je crois à mon affaire, je connais mon affaire, j'ai quand même certaines preuves. Et à cette époque-là, tu sais-tu les erreurs que tu as faites et as-tu la lecture que tu m'expliques ici? Oui, j'ai quand même une lecture. Donc, tu démontres une grande maturité dans ce que j'ai fait de bien et de mal. Tout à fait. Puis où est-ce qu'on s'en va, puis comment je vais valoriser tout ça plus tard. Fait que c'est comme un pitch à la dragon, si on veut, là. puis l'idée, c'était pas d'emmener du capital dans le business, c'était que je voulais cacher, moi, une partie, mon associé aussi, parce qu'on était essoufflé un peu, puis on avait besoin de respirer. Puis quand tu es essoufflé, puis tu as une pression constante financière, des fois, ça fait des blocages. Tu n'as plus le goût de continuer, tu n'as plus le goût de risquer.
Ça crée une C'est un marathon peur. sans fin. Tu as l'impression que la ligne arrivera jamais. Exactement. Puis ça, ils l'ont compris, puis ils ont acheté des actions. Donc, on a pu cacher une partie de mon temps, moi et mon associé, régler des trucs personnels, puis faire « OK, on continue ». Puis sachant qu'on avait eux derrière nous, bien, on savait que si on avait à faire à d'autres problématiques financières, qu'on aurait eu du backup en arrière de nous. Donc là, on a dit « OK, go, on continue à croître ». Et une victoire comme ça, j'imagine aussi, ça fait du bien dans la vie familiale. Ah, tout à fait. Tu comprends, parce que ta conjointe qui soutient tout ça, il y a une tension là aussi. Tout à fait. Elle, de pouvoir... C'était dans ma vie, j'ai toujours visé et misé sur l'équilibre de vie. À part au départ, là, on s'entend, quand tu pars en affaires, tu as un sacrifice de 2-3 années à faire. Mais par la suite, j'ai toujours pris soin de moi, de ma blonde, mes enfants, ma famille, mes amis. J'ai exploité toujours mes passions. Je suis un gars qui s'entraîne, je suis un amant de la nature. Puis ça, pour moi, c'est important. Mais quand tu réussis plus à avoir cet équilibre-là, à un moment donné, il faut que tu te recules et tu te dises, bon, comment je fais pour retrouver cet équilibre-là? Puis pour moi, c'était de laisser aller une partie de l'entreprise, de souffler un peu, puis après ça, bon, recommencer, mais de façon contrôlée avec les erreurs qu'on avait fait, là, avec l'apprentissage qu'on avait fait. Puis là, on continue. Ça va bien. Et à un moment donné, là, j'étais avec des investisseurs, puis on voit grand, là. Hey, on peut aller, sky's the limit. Fait qu'on est allé faire Toronto. Oh! Hein, centre-ville. Hey, on va faire un succès, moi, le centre-ville de Toronto. Je suis Yuzu, moi, là. Non, ça n'a pas marché non plus. J'adore ça. J'espère que vous prenez des notes, parce que c'est... J'adore ça, parce que c'est passer d'enthousiasme incroyable. Ouais. Parce que l'entrepreneuriat, ça vient aussi avec une grosse promesse. Beaucoup d'espoir, beaucoup de hype, qu'on pourrait appeler. Et là, à un moment donné... Toi, tu te mets à faire les calculs. Centre-ville de Toronto, il y a combien de monde qui passe là? Le coin de rue, où est-ce qu'on est à local? Tu fais ta métrique. Flagship, là, puis après ça, on fait l'Ontario. International, on y va. Là, on est rendu big. Là. Donc, moi, 2010, je rentre les associés. 2013, je fais Toronto. En janvier, on rouvre. En novembre, on ferme. On est monté là, je ne sais pas combien de fois, à aller faire de la publicité, rentrer du monde dans le business. On devait réduire tous nos prix, nos offres, faire beaucoup de promotions. La compétition était tellement forte, puis c'était le loyer le plus cher de la chaîne. C'est sûr. J'étais allé cogner à 6... En fait, j'ai recensé 600 portes de bureaux à proximité. J'ai engagé une ressource anglophone pour contacter ces 600 entreprises-là pour offrir une dégustation gratuite de sushi pour pouvoir développer le service de traiteur. Je me suis dit, s'ils ne viennent pas à moi, moi, là, à eux, m'a gagné, m'a le faire. Un vrai conquérant. Oui. En fait, on a commencé par 300. Sur 300 appels, on a eu 15 présentations. Sur 15 présentations, on a eu 2 commandes. C'est là qu'on a tiré la plug. Yeah. Ouais. Donc là, à ce moment-là, il y a une perte financière encore. Importante. Et là, on prend la décision. Oui, bien, au Québec, on va rester au Québec, puis on va exploiter le Québec. Alors, on voulait consolider tout ça. Et je m'étais souvent fait approcher par des marchés d'alimentation pour offrir des produits Yuzu dans les épiceries. Qui, habituellement, ils ont leur petite marque interne. Exactement. Il y a toujours une réputation de sushi d'épicerie plus basse qualité. Bien, j'ai toujours dit non pour ne pas atteindre la notoriété de Yuzu qu'on a bâtie. Jusqu'en 2015, où là, j'avais un peu plus de 50 points de vente dans la province de Québec. Je me suis dit, les gens vont rentrer en épicerie et ils ne diront pas « Ah, du sushi ». Ils vont faire du Yuzu. Et on fait un projet pilote en 2015 et c'est un succès. Mais un beau succès, là, big time. Là, je me fais comme, c'est là qu'on s'en va, il faut en faire d'autres. Et là, je me mets à cogner à des portes, j'en fais 3-4. J'attire l'attention du bureau chef, qui est Sobeys, un des géants du Canada en marché d'alimentation. Je réussis à aller m'asseoir avec le vice-président mise en marché puis lui faire un méga pitch de vente. Puis il me dit, écoute, continue à faire tes preuves, puis on verra. Fait que j'en ai fait 2-3 autres, puis j'ai fait mes preuves. Puis en 2016, je suis devenu fournisseur autorisé de Sobeys. Donc là, ma mission, c'est de devenir le numéro 1 dans le sushi au Québec. Puis par la suite, on verra ce qu'on fait à l'extérieur du Québec. Parce que là, vous êtes quasiment à 100 points de vente avec l'addition des Sobeys. Tout à fait. Avec les IGA, on a 62 restaurants. On est un peu plus de 40 points de vente en IGA à partir dans les prochaines semaines. Donc, ça va très, très bien de ce côté-là. On performe énormément. Donc, les demandes affluent autant des marchands qui veulent des projets, autant des gens, parce que actuellement, Yuzu va vraiment bien. Les ventes comparables du réseau sont en forte croissance.
Puis là, il reste encore plein d'opportunités au Québec. On a plein d'opportunités en région. Vraiment, hein? Même le Grand Montréal est très peu desservi. On a quand même tout près au-dessus de 30 points de vente alentour de Montréal, mais c'est rien par rapport à la population. Tes franchisés, on parle des franchises qui performent très, très bien. Très bien. Là, en fait, touche du bois. Oui, moi, j'ai du cuir, mais c'est OK. Tout va très bien chez Yuzu. C'est vraiment extraordinaire. Est-ce que l'Ontario t'a trop brûlé pour considérer peut-être faire Sobeys en Ontario ou éventuellement... On concentre sur Québec, mais on n'est pas... On ne dit pas non aux opportunités extérieures. Moi, ce que je recherche, exemple, que ce soit ailleurs au Canada ou, par exemple, en Europe, c'est d'avoir un groupe. Je ne veux pas y aller moi-même le développer l'Ontario ou je ne veux pas aller moi-même développer l'Europe. Je ne connais pas ces marchés-là. Donc, je veux m'associer avec des experts, des groupes qui ont déjà l'expertise, qui ont déjà une équipe, qui connaissent le marché, qui vont être capables de prendre Yuzu, comprendre le système, comprendre les requis, ce que ça prend, puis le déployer dans leur marché. On est en train de faire ça dans les Maritimes. Au Nouveau-Brunswick, on a 2 points de vente. Ah oui, hein? Oui, et un de mes franchisés, je suis en train de monter le modèle avec lui. On appelle ça un modèle d'Area Developer. Ça pourrait être aussi un modèle de Master Franchise ou franchise maîtresse. Alors, lui devient un peu un intermédiaire entre le franchisé et moi. Donc, moi, je le forme comme étant un petit franchiseur, va développer, va supporter les franchisés, va connaître son marché, va être à proximité d'eux. Puis, on va éprouver ce modèle-là, valider ce modèle-là, et par la suite, ce serait notre façon de croître à l'extérieur du Québec. Vraiment, c'est fascinant. Donc, à cette heure, quelle est la plus grande leçon que peut-être tu as appris de tout ça? Parce que tu regardes ça 15 ans après, ou bon, plus ou moins. Tu disais avant l'entrevue, tu n'as pas nécessairement eu de coach ou de mentor. Maintenant, tu en as avec les conseils d'administration ou des investisseurs qui t'entourent. Y a-tu une ou quelques leçons en affaires que, dans le cadre de ton parcours, au-delà des erreurs que tu viens de nous partager, qui t'ont été léguées, puis tu te dis comme, wow, cette personne-là a eu une valeur ajoutée, ou ce conseil-là, je l'applique encore aujourd'hui? Bien, en fait, il y a une lecture que j'ai faite à un moment donné, justement un candidat pour une franchise qui est un client pour un restaurant, puis il m'a dit, « Hey, toi, tu devrais lire de la performance à l'excellence, Good to Great. » Je ne suis pas un gars qui lit beaucoup, mais bon, il m'a intrigué. J'ai lu ce livre-là, puis il y a 2 phrases du livre que j'applique toujours dans ma vie. D'abord qui, ensuite quoi. Fait que, tu sais, la grosse raison pourquoi Yuzu, ça fonctionne, c'est pas moi. C'est les gens que j'ai réussi à mettre alentour de moi. Tous les gens alentour de moi sont meilleurs dans chacun des départements. Puis quand je sélectionne un franchisé, si je sélectionne le bon, ça va faire un succès, peu importe. Donc, c'est vraiment d'abord qui, ensuite quoi. Puis, l'autre chose que je faisais, mais que là, j'ai encore plus pris conscience, la phrase, c'était « La performance de l'entreprise passe par le bonheur des employés. » Donc, si tu rends les gens autour de toi heureux, ça va bien aller. Puis ça, je l'applique dans toutes les facettes de ma vie, que ce soit avec mes amis, ma famille, ou avec mes employés ou les franchisés. Si le monde sont heureux autour de moi, ça va bien aller, le monde va être performant. Donc, nous, on a instauré, on appelle ça la Yuzu Vibe. Ah ouais? Puis c'est rattaché à une valeur qui est le plaisir. Donc, on veut vraiment propager le nombre de positivisme au sein du réseau pour vraiment que tout le monde se mobilise vers des objectifs communs. Puis ça fonctionne. C'est contre-intuitif parce que souvent, on va parler d'indicateurs de performance. C'est important dans une business, mais d'avoir un indicateur comme est-ce qu'on a du plaisir, est-ce qu'on rend notre tribu heureuse, je trouve que ça l'explique peut-être aussi beaucoup de votre succès. Là. Donc, définitivement. j'adore les phrases. Définitivement. Souvent, tu rencontres des entrepreneurs, on dit comment tu as fait? C'est quoi qu'il faut que je fasse? Ouais. Mais le qui? L'humain que tu as devant toi. D'abord qui? Moi, ça a été vraiment ça. Puis ça a commencé dès le début. Quand j'ai parti mon projet, j'aurais pu le partir tout seul le jour 1, mais je voulais être bien entouré. J'étais allé chercher Frédéric, qui est mon associé encore aujourd'hui. Lui, c'est le champion des opérations. Là. Il n'y en a pas un meilleur que ça dans la ville de Québec, puis c'est mon partner. Puis à l'époque, on a parti le restaurant avec un chef qui est David Biron. Puis lui, il était ici à Montréal. C'est un gars de Québec qui était rendu à Montréal, qui a fait des tables renommées à Montréal. J'ai amené ce nom-là avec moi au restaurant. Écoute, moi, je n'étais même pas propriétaire du Yuzu, là. C'était lui, là. C'était lui que je mettais en avant. Puis, écoute, c'était le succès. Puis, je le remercie. Puis, il le sait encore aujourd'hui. On est proches, puis on se contacte encore. Mais c'est lui qui a prêté son nom à ça. Puis, on a parti ça tout le monde ensemble. Puis, il a mis le gage, le saut de qualité sur Yuzu, là. De quoi tu es le plus fier? Je dirais que c'est sûr que c'est mes enfants. Ah ouais. Mais je dirais qu'en général, c'est
c'est l'équilibre de vie que j'ai réussi à réaliser. C'est pas juste la business. Je suis très fier de mon entreprise. Puis des fois, on le réalise pas, ça va vite. Mais c'est dans les moments comme ça aujourd'hui que je fais comme « Ah, wow, tu sais, j'ai réussi ça. » Certaines reconnaissances qu'on reçoit. Mais de pouvoir continuer à exploiter mes passions avec ma famille, avec mes amis, de pouvoir aller skier avec mes enfants quand j'en ai envie, de me tirer à balle avec mon gars ou d'aller pêcher un peu avec lui, de transmettre ces passions-là à ma gang, c'est ça qui me rend le plus fier. C'est que j'ai pas juste la business, j'ai une vie aussi autour de ça. Donc, ton succès n'est pas que défini par ton entreprise, comme qu'on va souvent voir des entrepreneurs. Donc, c'est peut-être beaucoup plus holistique, beaucoup plus complet. Définitivement. La vie de famille, la vie personnelle est importante pour toi là-dedans. Puis moi, je pense que si tu n'as pas ça, tu ne peux pas réussir en affaires. Souvent, mes meilleures idées ou comment je réussis à faire cheminer mes idées, c'est quand je vais avoir les deux pieds dans une rivière en train de pêcher à la mouche. Là, j'ai du temps. Ou quand je pars faire un jogging, puis je cours pendant 1 heure de temps, bien, tu sais, je fais le vide, je suis bien, je pense à rien, puis oups, il y a une méchante idée qui arrive. Là, ça chemine. Oups, on arrive avec un projet, puis où on solutionne un problème. Donc, cet équilibre-là est vraiment important. Là. Vraiment fascinant. J'aime... C'est vraiment un entretien très, très, très humain, parce que on peut aller derrière tout cet empire de sushi-là qu'on revoit maintenant dans un peu plus de 100 points de vente. Tout à fait. Pas fini encore. Là. On en a encore beaucoup à faire. Moi, je suis dans les maritimes. Donc, est-ce que vous en avez un à Moncton? Ou... Moncton, je suis en train de regarder le Dieppe présentement. Ah, Dieppe? Oui, Dieppe, c'est en expansion. Oui, on devrait avoir un local, un yuzu, dans la 2018, Dieppe devrait ouvrir. Okay. Oui, ça regarde très, très bien. Good. On est en processus de validation avec notre franchisé. Là. Ah ouais? Oui. Son nom? On le salue, peut-être je le connais, on ne sait jamais. Écoute, Steve, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter comme succès? J'allais dire la santé, parce que moi, c'est ça qui prime. Si on veut continuer, ça prend la santé. Mais comme succès d'affaires, je dirais juste de continuer à conquérir le Québec. Je veux devenir le numéro 1 au Québec. Puis, c'est à force de bâtir succès par-dessus succès, des petits succès, que le reste va venir. Il faut être patient. Des fois, on veut aller trop vite. On veut dire, bon, OK, on va attaquer l'international, on va faire un gros projet. Une étape à la fois. Puis moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. C'est chacun des projets qu'on va faire dans les prochaines années. On vise entre 20 et 30 ouvertures par année pour les 5 prochaines années. Wow. Donc, on devrait avoir 250 points de vente dans 5 ans si jamais on se reparle à ce moment-là. Bien, c'est sûr qu'il va arriver des opportunités d'affaires. C'est sûr qu'il va arriver des choses au national ou à l'international si on travaille bien ici localement. Sais-tu qu'aujourd'hui, avec l'explosion des médias sociaux, justement, les gens veulent aller trop vite. Des fois, ils pensent qu'ils vont avoir du succès immédiatement. Que je ne sais pas si c'est des entrepreneurs qui t'approchent, des jeunes qui ont des idées. Tout le temps. Non, mais c'est ça. On dirait c'est bien, on peut cette naïveté-là qu'on avait, mais ils ont aussi l'impression que le succès est instantané. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils voient sur YouTube ou sur Instagram. Il y en a, ça existe. Mais je pense que tu ne peux pas baser un plan d'affaires ou tu ne peux pas baser un plan d'affaires, justement, ou un projet sur une idée comme ça. Tu le pars toujours d'une façon pessimiste, réaliste. Moi, c'est comme ça que je me lance en affaires. C'est comme ça que je lance. Chacun des franchisés qui adhèrent à Yuzu, je lui dis, ça va être dur. Ça se peut très bien que tu perdes de l'argent la première année. Peut-être break-even. Puis si tu travailles très, très bien, puis que ça va bien, tu vas faire des sous. Mais pars dans la tête que tu perds de l'argent la première année. Mais nous autres, on va t'aider à ce que tu en gagnes la deuxième année. Puis j'aime mieux partir comme ça. Les attentes sont basses. Le monde se retrousse les manches puis travaille fort pour atteindre il n'y a pas de fausse promesse aussi. Exactement. Donc, je pense qu'il faut, quand tu pars un projet, que tu aies cette notion-là de défi, que ça ne sera pas facile parce qu'il n'y a aucun projet, je ne crois pas à ça qu'un projet soit facile. À moins que tu sois bien chanceux puis que tu aies une idée extraordinaire, ça arrive. Mais la vraie vie, souvent, c'est que c'est des grands défis, puis tu dois te retrousser les manches puis travailler, puis être rigoureux, patient, persévérant. Mais ça se fait quand tu es bon, tu es passionné, tu es motivé, tu peux y aller. On vient de la même école. J'aime ça. Yes. Je valide. Steve, merci énormément. Merci à toi. De t'être arrêté à notre émission. Vraiment, on vous souhaite énormément de succès. Si vous êtes en quelque part au Québec, au Nouveau-Brunswick ou n'importe où, assurez-vous d'aller voir ça, Yuzu Sushi. Et peut-être en Europe? Éventuellement, on a beaucoup de gens en Europe. J'ai déjà eu quelques approches de l'international de l'Europe. Beaucoup de gens en Europe. Ça prend juste le bon fit. Exactement. Oui. Donc,
s'il y a des gens qui sont intéressés. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que vous avez des plateformes de médias sociaux pour Yuzu? On est sur Facebook, oui. naturellement, Instagram, mais la meilleure plateforme, ce serait notre site Internet, à yuzu.ca, yqzu.ca. D'ailleurs, là, on est tout en refonte numérique. Nouveau site Internet, commande en ligne, plateforme de fidélisation numérique avec application. Cool. On a créé notre propre devise, le Yuzu. Donc, les gens ne vont pas accumuler des points ou des dollars. Le Bitcoin... C'est un Bitcoin. C'est très bon. Le Yuzu. Donc, tu vas accumuler tes Yuzu, puis tu vas pouvoir consommer des produits Yuzu avec tes Yuzu. Très bon. Ouais, c'est international, ça, le Yuzu. Ça va être dans l'Office de la langue française aussi? Ça va être accepté? Je ne sais pas. Ça va peut-être avoir un appel encore. Oui. Merci énormément. Merci. Donc, écoutez, j'espère que vous avez retrouvé énormément de valeur dans cet entretien-là, comme moi, j'ai pu en retrouver. Je suis curieux de voir quelle partie de l'entretien vous a le plus interpellé. Laissez-nous des commentaires, faites-nous un pouce en bas, dans les airs, n'importe quoi. Moi, je suis bien ouvert à tous les feedbacks. Et puis, encore une fois, merci beaucoup, Steve. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Parfait. Alors, tant qu'à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre entretien de l'École du succès. Au revoir tout le monde.